y a un artiste français maître dans son domaine, c'est bien Sylvain Chomet. D'abord dessinateur et scénariste de bande dessinée, c'est surtout sa carrière de réalisateur qu'on va regarder aujourd'hui. Et s'intéresser à son animation, c'est ressentir toute la poésie dont il peut faire preuve. On va donc faire un gros voyage entre Paris, l'Amérique du Nord et pour finir l'Écosse, un endroit, vous verrez, qui me fascine au plus haut point et qui délivre une puissance visuelle et émotionnelle incroyable, surtout dans les mains d'un gars comme Sylvain Chomet. Ce qui frappe souvent dans l'animation, c'est la capacité des dessinateurs à capter ce qui les entoure, voire au-delà du décor pour en extraire son déclencheur émotionnel. Là où la prise de vue réelle peut rencontrer sa limite évocatrice parfois, créer l'image pour dégager un sentiment, une sensation, demande un travail considérable, du cadre, des couleurs et du style. Et niveau point de vue artistique, tout est à prendre en compte, à définir. Donc, en retraçant une longue mais précieuse carrière, on va voir comment on en arrive en 2010 à ce bijou de l'animation qu'est l'illusionniste. Après un long parcours dans la bande dessinée, Sylvain Chomet entame en 91 la production du court-métrage La vieille dame et les pigeons. Une production qui va aboutir des années plus tard, une fois qu'il se sera installé à Montréal. Succès instantané et grand gagnant de quelques festivals, le film a déjà beaucoup de personnalité. Une histoire tragicomique dans un Paris daté, une absence de dialogue, à part les quelques échanges du couple américain au début et à la fin, et ce goût pour l'exagération des traits. Un court-métrage vraiment cool, qui va nous montrer un policier français, morne et triste, et surtout Andèche, qui va par l'appel du bide se déguiser en pigeon après avoir vu une vieille dame rassasier bien grassement les volatiles du parc. Et pour garder un peu de dignité, il va se présenter directement à son domicile pour tenter son coup, et se voir offrir festin sur festin. Bon, et le film garde un revirement pour la fin, donc je vais passer là-dessus. Mais certains éléments du début nous y renvoient directement. Et pour un premier pas dans la réalisation, c'est déjà très fort, et il faut savoir que l'artiste a un contrôle sur toutes les étapes créatives du projet. Et après ça, il se lance dans son premier long métrage, le célèbre Les Triplettes de Belleville, qui sortira en 2003. Un projet avec une longue gestation lui aussi et qui provoque un véritable impact dans le monde de l'animation. Toujours basé à Montréal, c'est dans les mêmes studios qu'il se lance dans l'aventure, scénarisant et storyboardant lui-même l'entièreté du film. Et tout y est, depuis la scène d'intro qui va se la jouer pellicule dégradée pour nous montrer lors d'un musical les triplettes elles-mêmes, jeunes et en pleine gloire, puis tout un tas d'autres guests. On a du Fred Astaire, qui se fait bouffer par ses chaussures, du Joséphine Baker, qui se fait bouffer par le public, Django Reinhardt aussi, avec ses doigts brûlés. Et tout ceci n'est en fait qu'une retransmission depuis Belleville, qui s'inspire de Montréal, et qui nous permet d'introduire Champion, un jeune garçon triste et orphelin qui vit en France avec sa grand-mère, Madame Souza. On va suivre pendant un temps l'enfance de Champion, pour qui sa mamie va se démener pour lui trouver une occupation permettant de contrer sa mélancolie, avec un chien pour commencer, espérant rompre avec sa solitude, puis un piano, mais c'est à la découverte d'un album dédié au cyclisme qu'elle va enfin trouver la passion de son petit-fils. Elle lui achète un vélo et enfin son visage s'illumine. On retrouve nos deux héros des années plus tard, où Champion est devenu un cycliste aguerri, ardemment entraîné par sa grand-mère qu'il prépare au Tour de France, et on se rend compte que le garçon n'est maintenant que l'ombre de lui-même, devenu une bête de course par la rigueur extrême qu'il subit. Puis le jour J arrive et le film va prendre son premier virage inattendu, lorsque, à bout de souffle et séparé de sa grand-mère qui le coach, Champion se fait enlever et expédié en Amérique du Nord pour servir les délires nocturnes de la mafia locale. S'ensuit alors le périple de Madame Souza pour retrouver son petit-fils. Son aventure l'amènera à faire la rencontre des fameuses triplettes de Belleville, désormais vieilles dames et recyclées dans la musique de salon, un genre de jazz expérimental. Tenez, écoutez. Puis les événements vont évidemment conduire ce joli groupe jusqu'aux retrouvailles avec Champion, dans un final explosif où nos vieilles dames vont s'échapper et mettre à l'amende une horde de tueurs. C'est fini, mémé. Et ce film est fabuleux. Tous les choix artistiques de Chomet ont un sens très prononcé et donnent un tout très particulier, très original.
Ce qui saute aux yeux d'abord, c'est la volonté de proposer de l'animation adulte, si je puis dire, et de rompre avec le trust des majeures américaines de l'époque. Et je dis ça, mais c'est à peine dissimulé d'ailleurs. Quand on découvre le métrage pour la première fois, on se fait happer par son histoire qui n'a de cesse de nous surprendre, nous trimballant de situation en situation sans jamais nous laisser voir venir. Et quel bonheur, honnêtement. Maintenant, j'admets, le style peut en laisser certains au dehors. L'exagération des dessins est très prononcée, et ça peut effectivement donner un côté cartoon qui jure avec l'aspect très réaliste de l'histoire. Mais tout ça a du sens, bien entendu. La volonté, encore une fois, de proposer un film dénué de paroles permet à l'artiste de trouver d'autres manières de dialoguer. S'émanciper des dialogues, c'est laisser s'exprimer l'image, de penser différemment le cadre et surtout pouvoir laisser évoluer ses idées. Et oui, là où en général dans l'animation on enregistre d'abord les voix, pour ensuite calibrer correctement le labial, on s'impose de dessiner la bouche parfois, et donc de penser son cadre en fonction. Et sans cette contrainte, rien n'oblige à cloisonner ses personnages de quelque manière, et oser l'improvisation quand elle se présente, histoire de ne pas rester buté sur le storyboard. Et la mise en scène va pouvoir prendre de l'ampleur et de la précision, car débarrassé du vocal, ne reste que la gestuelle pour dialoguer. Et c'est là qu'intervient l'idée, le style, et en ça l'expérience de la BD est un atout formidable. Avec une précision dans les dessins et notamment les regards, Chaumet choisit l'exagération, la caricature même. Et si ça permet une compréhension immédiate de la situation, le point de vue de l'artiste est remarquable quand il s'agit de pousser les curseurs juste ce qu'il faut pour trouver l'équilibre parfait entre le drôle, le moins drôle et la poésie. Et souvent, ce sont les fonctions qui vont être vraiment accentuées, comme ces cyclistes et leur allure de chevaux de course, ou le serveur là qui à force de révérence a carrément perdu sa colonne vertébrale, ou les gorilles et leur carrure pas possible. Et parfois, la caricature se réduit pour se concentrer sur l'intériorité, et laisser sa place à l'émotion pure. Et bien sûr, tout ça n'a de sens qu'au milieu du décor dans lequel évolue l'histoire. Reprenant le style de son ami et collègue de longue date, Nicolas de Crécy, qui s'était occupé des décors de La Vieille Dame et les Pigeons d'ailleurs, Chaumet nous offre des planches magnifiques, surtout dès qu'il s'agit de planter une référence, parvenant à retranscrire la sensation particulière que peut provoquer un lieu, un paysage ou une culture. Et justement, tombé amoureux de l'Écosse juste après la sortie de ce film, Sylvain Chaumet s'installe à Édimbourg en 2006 et crée son propre studio d'animation là-bas, qu'il appelle Django Film, certainement en lien avec ce Django-là, et se lance dans un ambitieux projet, l'Illusionniste. Et là, on va parler rapidement de ce grand monsieur qu'était Jacques Tati. Scénariste, réalisateur et acteur français, Tati se fera connaître avec la sortie de son premier film en 1949, intitulé Jour de fête, et nous faire découvrir un tout nouveau et touchant sens du burlesque au cinéma. 4 ans plus tard, il sort son deuxième long métrage, Les vacances de Monsieur Hulot, et installe un personnage désormais culte dans le paysage français. Tati gardera son rôle de Monsieur Hulot dans ses films suivants, empruntant la voix des plus célèbres alter-ego muets du burlesque, qui ont doucement disparu après l'avènement du parlant. Tati parvient à insuffler sa haute silhouette et sa maladresse dans ce personnage touchant, qu'il incarne avec beaucoup de tendresse, comme seuls certains artistes en sont capables, ou en ont besoin. Sans faire changer les choses, j'ai su. Il a su. Faire un peu rire son monde. Il se mettra dans différentes situations au fil de sa carrière, comme dans Mon oncle, mon préféré, où ce vieux monsieur bohème et maladroit se confronte à un niveau social élevé et à l'absurdité de nouvelles technologies. L'ingéniosité de Tati est aussi grande et drôle que son personnage, mais son perfectionnisme réduira sa filmographie à seulement 6 longs métrages, avec une pause de 10 ans entre Mon oncle et Playtime. Et tout son style a largement inspiré Chaumet, qui ne manque pas de le citer dès qu'il le peut, comme là et là, et se retrouve dans tous les pores de ses projets. Et surtout le travail sur la sonorité. Monsieur Hulot est presque muet en paroles, mais très bavard en gestes. Et si les personnages de Chaumet ne s'expriment pas beaucoup, oralement je veux dire, toute l'ambiance sonore qui les accompagne est d'une minutie incroyable, et aussi une façon de pousser au gag ou d'accentuer les sentiments. Donc l'inspiration est certaine, mais l'admiration aussi. Et quand Chaumet apprend qu'un scénario abandonné par Tati existe, il décide d'en faire son prochain film dans ses studios écossais. Le script nommé Film Tati numéro 4, et qui devait, on imagine, être le projet suivant de Mon oncle, se retrouve dans les mains du cinéaste avec toute la confiance des anciens collaborateurs et gardiens des œuvres de Jacques Tati. Et s'il en garde l'essentiel de l'histoire, il déplace cependant l'action à Édimbourg, qui se déroulait à Prague dans le script, et se permet quelques modifications, plus adéquates avec l'animation j'imagine. Comme le lapin blanc, qui vient remplacer des cocottes apparemment. Ah, l'Écosse! Et s'il a été un temps envisagé de le tourner en images de synthèse, c'est finalement au dessin que prendra vie cette belle histoire.
Le film s'ouvre sur un musical, encore une fois, dans un Paris de 1959, où l'on découvre notre illusionniste, qui, en plus de lui ressembler, porte ici le véritable nom de Jacques Tati. Viré de son théâtre, le grisonnant monsieur décide de prendre le large et tenter de retrouver un public en Angleterre. Et fraîchement débarqué à Londres, il trouve une place dans un théâtre qui accepte de l'embaucher. Mais les temps ont changé et l'engouement est maintenant au rock et au boys band, plus qu'au tour de magie. C'est lors d'une fête qu'il fait la rencontre d'un Écossais, bourré forcément, qui lui propose de louer ses services dans son village. Résigné, notre illusionniste accepte de se rendre dans les terres lointaines de l'Écosse et entreprend un joli voyage pour arriver sur l'île du Gars. Et pour les plus globetrotters d'entre vous, sachez que ce périple nous emmène de Glasgow à Oban, en traversant le parc national du Trossac, puis parcourir les belles étendues de l'île de Mull, pour ensuite se rendre sur la petite île de Iona. Et Chaumet en profite au passage pour résoudre un mystère bien connu entre les Écossais et leur résistance au froid. Tac, c'est cadeau. Et je suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'est le Duard Castle qu'on aperçoit ici. Il installe son invité au-dessus du pub, qui sera son lieu de représentation, et bien loin des salles de spectacle qui ont vu ses beaux jours, il retrouve ici un peu de gloire devant ses habitants qui témoignent d'un réel enthousiasme face à ses tours de passe-passe. Et particulièrement Alice, la jeune employée de l'établissement, qui s'imagine que ce vieux monsieur est un véritable magicien. Le talent du bonhomme est parvenu à atteindre sa douce crédulité et à remplir son petit monde de rêves. Et lorsqu'il quitte le village pour retourner en ville, Alice voit là l'opportunité de découvrir d'autres choses et se cache pour le suivre. Refusant de lui avouer la vérité, elle qui condense dans son regard toute l'admiration réunie au cours de sa vie, le voilà contraint de s'occuper d'elle et se démène pour joindre les deux bouts. Et le monde du musical déclinant peu à peu, pour tous ces artistes, il accepte tout un tas de petits boulots à droite à gauche, au fur et à mesure que les désirs de sa protégée se font plus coûteux. Et toutes ces situations donnent lieu à une myriade de gags très inventifs et très drôles, mais ne parviennent pas à sortir Tati Chef de sa situation compliquée. Et quand Alice fait la rencontre d'un garçon capable de prendre soin d'elle, ce bon illusionniste va reprendre sa route, seul, et laisser derrière lui plus qu'une amitié, une vie, dans un final aussi magnifique qu'il me déchire le cœur, et hisser la joie et la mélancolie jusqu'aux hauteurs d'Édimbourg. Bon, à chaque fois c'est dur de redescendre, mais quel film magnifique. Et tiens, on va commencer par ça, l'Écosse. Normalement ça marche toujours la cornemuse. Et ce pays a un pouvoir attractif dingue, dans ses couleurs, ses textures et sa météo toujours changeante. Et Sylvain Chaumet retranscrit à la perfection la personnalité de ce pays. C'est peut-être l'enfer pour un dessinateur, mais pour nous spectateurs, les lumières qui composent les paysages sont à tomber. Et surtout, le film prend le temps de nous raconter le temps qui passe. Que ce soit avec des moments suspendus ou quelques trajets, avec Tati Chef toujours pensif, observateur. On ne peut que constater que l'artiste cherche le ressenti quand il dessine ses cadres. Entre sa météo et ses couleurs, chaque plan est d'une beauté folle. Et quand il s'agit des villes, là aussi le réalisme est bluffant. Et si les passages à Glasgow ou Oban restent furtifs, comme je l'évoquais, c'est vraiment la capitale qui habite les 2/3 du film. Et tous ses recoins, ses rues, sa vie, on sent le bien-être qui plane sur la ville. Et ça doit être ça aussi qui enrobe le tout dans ce parfum si délicat. Traité d'autant de sujets et parfois assez durs, mais dans une ambiance apaisante, comme si l'homme et la nature étaient liés par le changement permanent au fil du temps. Et le temps qui passe, c'est bien ça le sujet principal. Regarder un homme et son art s'évertuer à trouver une place, dans un monde qui ne veut plus d'eux, c'est regarder comment l'humain s'efforce de s'adapter face au changement. Vivre et exister sont indissociables, surtout dans le monde du spectacle, et à un certain âge, il est plus dur de trouver l'énergie de s'y accrocher. Et le film n'oublie pas les autres laissés pour compte, ceux qui ne trouvent plus la force, justement. Et Tati qui regarde Tati, si le clin d'œil nous fait sourire, il est surtout révélateur que le public sera toujours plus enclin à la nouveauté qu'au vieux machin. Mais heureusement, il y a des artistes comme Sylvain Chaumet pour redorer les plus belles lettres de noblesse du temps d'avant. Et j'attends impatiemment de découvrir son prochain long métrage, Marcel et Monsieur Pagnol, qui passe au dialogue maintenant et explorera l'enfance de ce cher écrivain. Sans oublier, j'imagine, de traiter l'avènement d'un art, le cinéma. Et comme tout bon film d'animation fait avec soin, nous permettra, je pense, à nouveau de créer l'illusion. Et comme Champion ou Alice, d'illuminer nos yeux. Passe les heures, passe mon cœur, à Paris comme ailleurs.
Passent les jours, passe l'amour, le temps nous joue des tours. Passe l'artiste, allez, ne sois pas triste, la vie est un manège. Un tour de piste, adieu l'illusionniste, et roulez jeunesse. Passe, passe, le corps s'efface, mais le cœur